Notre invité ce soir exceptionnel, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, est à nos côtés. Bonsoir à vous, mon cher Didier. Bonsoir. Vous connaissez du monde autour de la table? Oui, très bien. On a un peu joué ensemble. Je crois que vous connaissez pas mal de monde. Sony, petite anecdote d'ailleurs, avec Didier. Ouais, mon plus beau but à Marseille contre Monaco, c'est une passe de Didier. Ouais, c'est une passe de Didier. Il a dribblé 4 joueurs et il a frappé dans le but. Il y a un coup franc, il me fait un transversal, elle vient sur moi et j'ai le contrôle, j'ai frappé. Il y avait du Mistral. Des fois ça aide, des fois ça aide pas parce qu'il n'y a pas de match. Messieurs, il y a cette petite photo, bien entendu, qu'on a tous en tête. 1993, l'Olympique de Marseille. L'homme avec les cheveux, oui, à droite. Oui, c'est Eric Dimeco. Oui, avec ses cheveux. Et Didier Deschamps, bien entendu, cette grande finale face à l'AC Milan. Qui était le patron, messieurs? Bernard Tapie. Qui était le patron? Il était même entraîneur. Jean-Pierre Bernès. Et Raymond aussi quand même. Et Raymond Goethals. Non mais patron, on ne peut pas dire qu'il y avait... C'était une équipe où Didier était capitaine, donc le capitaine a toujours un rôle particulier, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de patrons sur le terrain quand même. C'est une des forces de leader, c'est une des forces de l'équipe. Didier, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. On va revenir ensemble sur ce week-end football. Vous allez nous apporter, en tant que sélectionneur, votre regard sur les 250 matchs que vous avez vus ce week-end, sur tous les sélectionnables et autres. Et nous allons vous apporter, tant qu'on le peut, avec les experts, notre regard également sur cette journée, qu'elle soit française ou internationale. On commence comme tous les soirs, tout d'abord sur votre repère, votre parcours, en 60 secondes. Et ce soir, c'est préparé par Clément Chauveau. Philosophie jaune et verte, matière obligatoire dans le cursus nantais. Deschamps est un bon élève, il débute en D1 à 16 ans et 10 mois sous les ordres de Jean-Claude Suedo. À 21 ans, il change de page dans l'album Panini, direction Marseille pour 17 millions de francs. Le jeune basque est déjà capitaine. En 93, il soulève en premier la seule Ligue des Champions de l'histoire du foot français. Il gagnera une deuxième coupe aux grandes oreilles avec la Juve en 96. En bleu, Deschamps remporte la Coupe du Monde 98 et l'Euro 2000. Et lorsqu'à 32 ans, le joueur laisse place à l'entraîneur, c'est une évidence pour tout le monde. Très tôt, je me suis mis à l'écoute des autres. Il y a du plaisir à prendre des responsabilités, je m'en suis nourri. Pour moi, ce n'était pas un poids, c'était mon oxygène. En 3 ans, Deschamps propulse Monaco en finale de la Ligue des Champions. Il retourne ensuite au chevet de la Juventus et fait remonter le club en Serie A. En 2009, c'est le comeback sur la Canebière. Dédé retrouve Marseille et l'OM le goût d'un titre de champion. Aujourd'hui, Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France, un destin presque écrit d'avance. Le jeune basque a maintenant 44 ans et sa propre philosophie, quelque part entre haine de la défaite et obsession de la victoire. Voilà ces 60 secondes pour retracer ce parcours qu'est le vôtre, Didier. De nombreuses questions, ça y est, arrivent sur la petite tablette magique via #LeClub. On va les distiller au fur et à mesure de cette émission. Didier, Clément rappelait ce palmarès qu'est le vôtre aujourd'hui, que ce soit en tant que joueur et à venir en tant que sélectionneur de l'équipe de France. On n'en est pas encore là, c'est une page qui est à écrire. Le dernier palmarès fort qui est le vôtre, c'est celui sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, avec ce titre que vous avez ramené. Quel souvenir, du coup, vous gardez de ce dernier passage à Marseille, comme entraîneur, Didier? Très bon, puisque voilà, ce club, je l'ai dit, c'était une anomalie et est resté pendant plus de 17 ans sans titre, depuis le titre de champion d'Europe. Donc je suis très fier avec les joueurs, évidemment, d'avoir pu regagner des titres. On en a gagné 6 en 3 ans. Donc voilà, quand on est à Marseille, c'est évidemment pour réussir. Et la seule façon de réussir, c'est de gagner des titres. On a réussi à le faire, même si la saison dernière a été très difficile, puisqu'on n'a pas atteint l'objectif de se qualifier pour la Champions League. Mais bon, je préfère retenir le positif et des grands moments de joie et de bonheur partagés avec tous ceux qui aiment ce club-là. On a oublié un trophée des champions également, 2011 pour l'Olympique de Marseille. Avec vous, Didier. Vous n'avez pas un petit regret, maintenant que la page est tournée, mais un petit regret de ne pas ouvrir le nouveau vélodrome, de ne pas ouvrir ou de prolonger cette ère qui était de victoire? C'était votre objectif d'arriver dans ce nouveau stade? Oui, c'était prévu comme ça, puisque j'avais prolongé mon contrat 2 fois pour connaître le nouveau stade. Après, bon, avec un peu de recul, j'ai fait 3 ans à Marseille. Il y en a peu qui l'ont fait. Je crois que la durée moyenne d'un entraîneur à Marseille, c'est 12 mois. Elle est encore plus réduite par rapport aux autres clubs. Donc voilà, parce que l'environnement, les conditions de travail sont difficiles. Il y a une exposition médiatique qui
qui est très forte. Et puis bon, c'était la meilleure solution pour moi et pour le club, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer dans de telles conditions de travail. Donc la décision, je l'ai prise suffisamment tôt. Je l'ai dit, je le répète, j'ai alerté suffisamment tôt mes dirigeants pour qu'ils connaissent ma position. Après, voilà, ça ne dépend pas que de moi. Et pour se libérer de ce contrat, ça a pris beaucoup de temps. Quand tu dis suffisamment tôt, Didier, c'est-à-dire que tu les as avertis à quel moment de la saison l'an dernier? Parce qu'on a cru quand même que tu risquais de continuer l'aventure. Toi, tu l'as senti très vite que tu ne pourrais pas continuer? Je leur ai annoncé, oui, à partir du moment, tu connais un petit peu Marseille, même très bien, donc les conditions n'étaient pas réunies pour l'intérêt du club, pour l'intérêt de personne d'ailleurs, donc il fallait, l'unique possibilité c'était que je parte, donc au soir du dernier match de championnat, 3-4 jours après, j'ai eu une réunion à Paris avec l'actionnaire et le président pour leur annoncer clairement ma décision. Et d'ailleurs, ils m'ont bien compris, puisqu'on a eu une bonne discussion. Après, voilà. Qu'est-ce qui fait, Didier, que justement ça a pris autant de temps? Parce qu'il y a vraiment une zone de. Parce qu'il y a des contrats, il y a l'aspect juridique. C'était purement administratif. Oui, juridique aussi. Il y a un contrat, je n'ai pas une liberté comme ça. Et puis de leur côté, voilà, il y a eu différents intervenants, différents représentants juridiques de différentes nationalités. Ça a pris beaucoup de temps, avec pas mal de lettres recommandées envoyées, voilà, sans avoir de discussion. Après, les avocats, ils font leur travail aussi, mais moi j'étais sous contrat, eux ils avaient un contrat avec moi. Voilà, je pense que ça aurait pu se régler plus vite, mais bon, voilà, il a fallu attendre le dernier soir, la veille de la reprise du championnat. Mais je le répète, ma décision, il la connaissait depuis fin mai. Et la place qui se libère en équipe de France, ça accélère les choses ou non? Non, ou c'est juste un épiphénomène dans ta relation avec l'OM? C'était pas du tout la première décision pour moi et la plus importante. Tu serais parti même si le poste de sélectionneur n'aurait pas été libre? Autrement, je ne prends pas le 26 mai, ça devait être 26 mai. Quand je leur ai annoncé c'est plus possible de continuer avec moi, Laurent Blanc n'a pas commencé l'Euro. Et puis même après l'Euro, je pensais sincèrement qu'il allait continuer l'aventure. Donc, Didier, pourquoi une question qui est logique et je suis obligé de la poser. Pourquoi il y a bien dans des histoires de couple, de vie commune, des motifs de séparation. On n'est pas tous faits pour vivre ensemble. La question elle est logique, je vais la porter sur José Anigo. Est-ce que c'est uniquement une histoire d'homme qui fait qu'on ne peut plus travailler ensemble et du coup on se sépare, on s'en va? Oui, c'est une différence profonde. Voilà. Après, il y a des intérêts qui sont différents aussi. Ça peut arriver. Il y a des choses qui ont été dites qui sont assez graves pour moi, qui ne me sont pas arrivées pendant 25 ans que je commençais à être dans le milieu professionnel. Donc après, vous savez, il y a des dirigeants, le pouvoir, il a toujours été au-dessus. Ces gens-là, ils prennent les décisions ou ils ne les prennent pas. En l'occurrence, ils n'en ont pas pris, donc moi, j'ai pris la décision. À leur place. Moi, depuis le début, on voyait que ça ne pouvait pas coller avec José. Tu n'as pas profité, notamment la première année, d'avoir gagné tous ces titres-là pour justement faire la place nette. Tu n'as jamais profité de ça? Mais Eric, quelle place nette? Je ne sais pas, pour travailler tranquillement. C'est comme, mais déjà, ce n'est pas de mon ressort. Il y a des dirigeants, c'est eux qui font l'organigramme, qui décident la fonction de chacun. C'est comme quand dans la dernière année, on a élargi mon pouvoir. Mais c'est du foutage de gueule, parce que ma fonction, elle a toujours été la même. Hein. Même quand, dans ma dernière année, j'étais entraîneur, on m'a mis entraîneur général. J'étais entraîneur de l'équipe de Marseille, avec ni plus ni moins que le même pouvoir que j'ai eu la première année. Voilà, après, il y a des composantes dans le club, tu le sais aussi bien que moi, avec les spécificités. Je lis certaines choses qui sont dites quand on dit qu'il y a des entraîneurs qui sont là, qui ont besoin de partager, de discuter. Moi aussi, je pourrais dire qu'il y a deux sortes de directeurs sportifs. Ceux qui font l'intérêt du club et de l'entraîneur en porte, ou ceux qui font leur propre intérêt. Voilà, après, moi, je suis comme je suis, avec mes qualités et mes défauts. J'ai eu à Monaco, à la Juventus aussi, des gens qui ont ce rôle-là de directeur sportif.
ça a pu bien se passer, des fois ça se passe un peu moins bien. Voilà, j'ai mon caractère. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disaient que toi, tu étais là pour le court terme, c'est-à-dire gagner à tout prix, quitte à mettre le club en danger financièrement, et un José Anigo qui, lui, travaille sur le long terme et qui a une stabilité du club à garder? Tu me vois, moi, on vient me chercher, j'arrive à la commanderie, je dis attendez, vous inquiétez pas, l'important c'est pas tout de suite, on verra dans 2-3 ans si Marseille gagne. Non mais justement, est-ce que c'est pas le lot de tous les entraîneurs et j'ai pas mis le club en danger. Après on dit oui, j'ai eu chèque en blanc. Ça aussi c'est archi faux. J'ai gardé, j'ai suffisamment de dossiers. La première année, j'ai pas plus dépensé que l'année d'avant, parce que quand tu achètes, il faut aussi, il y a des gens qui ont été vendus, et l'équilibre, la balance entre les deux, elle est la même que l'année d'avant. Alors je sais que quand on a voulu parler du succès, c'est le mérite des gens avant, certainement. Maintenant, parce que ça marche mal, ça va être de ma faute certainement encore. Les deux politiques ne sont pas opposées, tu le sais comme moi. Et Sony a joué à Marseille. Quand tu veux être à Marseille, avec le poids que représente ce maillot, tu peux faire croire aux gens que tu vas gagner des titres avec des jeunes. Bien sûr, les jeunes, il y en a besoin aussi, mais tu as besoin des joueurs de haut niveau et du niveau international. Ces joueurs-là ont un coût, quoi. Pourquoi Didier ne pas être parti un an plus tôt, du coup? Quand on vous donne ce pseudo-périmètre d'entraîneur élargi, vous dites vous-même que c'est un foutage de gueule. Non, c'est pas foutage de gueule, mais je me suis pas rendu compte que le fait de rajouter entraîneur général, ça au fur et à mesure, vous vous êtes rendu compte que finalement c'était le même périmètre. Oui, que c'était un peu pour donner un signal, mais dans la réalité, c'était pas du tout ça. Donc alors, ça veut dire qu'à la troisième année, vous vous êtes dit mon périmètre sera plus large, j'aurai plus de liberté d'action. C'est pour ça que vous êtes resté. Vous vous êtes dit, je suis un peu plus en... c'était orienté comme ça. Après, entre ce qu'on peut dire et les faits, voilà. Il y a quand même une question sportive. Le même groupe marche cette année avec Elie Boop, qui pourtant avait l'air d'être à la rue, qui revient du Diable Vauvert et qui fait tourner ce groupe. L'année dernière, le même groupe ne marchait pas avec vous. Ça dépend. Sur le championnat, il ne marchait pas. Non, mais n'oubliez pas que ces joueurs-là, ils ont gagné la Coupe de la Ligue et ils ont fait un quart de finale de Champions League. Et certains qui étaient là, ils ont permis à l'OM, je ne dis pas qu'ils étaient tous des titulaires, mais sur les 3 années, ils ont participé aux 6 titres. Hein. Je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est qu'en championnat, l'OM se traîne l'année dernière avec un entraîneur sur lequel il n'y a rien à dire. On fait une deuxième partie parce que voilà, il y avait des objectifs bien précis. À un moment, on a senti que ça allait être difficile d'y arriver. C'est vrai qu'il y avait une concurrence beaucoup plus importante. Là, aujourd'hui, les joueurs qui étaient là avec moi et qui sont là, ils n'ont pas de soucis. Hein. Ils sont titulaires parce qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, la concurrence, elle est acceptée quand ça concerne souvent le camarade à côté, quoi. Ma question était même pas... Est-ce qu'il y a des moments où tout simplement ça ne colle plus entre un entraîneur, fût-il le plus grand entraîneur du monde, et un groupe, et il faut changer parce que ça passe pas? Comment est-ce qu'on le sent? C'est plus facile de changer un homme que changer tous les joueurs. Mais même du point de vue de l'entraîneur. Oui, mais après, qu'il y ait 3 ans à Marseille, c'est une éternité. Après que j'ai des discussions parfois dures avec certains joueurs, oui, c'est arrivé, hein, avec la plupart d'entre eux. Hein. Même certains qui sont avec moi en sélection à l'heure actuelle, mais ça fait partie. Après, il y a ceux qui réagissent bien, qui vont dans le sens, parce que je ne suis pas dur avec les joueurs pour le plaisir d'être dur, hein. C'est parce que je pense que c'est le moment d'être dur pour eux et pour le bien de l'équipe. Après, c'est avoir voilà, une unité. Aujourd'hui, il y a une unité avec Elie Boop, parce que tout le monde tire dans le même sens. Parce qu'ils se sont fait très peur? Ou parce que lui n'est pas menacé par la direction du club? Non, il a été choisi. Après, bon, ils ont des intérêts communs. Moi, sur la dernière saison, ça n'a pas été le cas, bien évidemment. Tu as des joueurs qui t'ont lâché l'an dernier? Lâché, c'est peut-être un bien grand mot. Il y avait une vraie scission dans le vestiaire, comme on l'a dit, entre les pros Anigo et les pros Deschamps. C'est une réalité, ça? Parce qu'après, ceux qui ne jouent pas en moment et qui vont se plaindre, ils savent où aller, hein, pour avoir un autre son de cloche. Comment tu as pu gérer cette situation pour les joueurs qui arrivaient, parce que tu as fait venir certains joueurs, pour expliquer le contexte qui a été en train de vivre à ce moment-là? Après, il y a ceux qui ont joué le jeu, même si maintenant, il y en a qui étaient très bien avec moi, et c'est logique qu'ils soient aussi très bien avec Elie Boop. Hein, c'est leur intérêt, et ils sont sous contrat avec l'Olympique de Marseille. Mais ça, au quotidien, ça se ressent sur les joueurs, mais pas que sur les joueurs. Il y a l'ensemble du staff aussi, sur le staff médical, toutes les personnes qui travaillent au club. Il y a des gens très bien qui travaillent dans ce club-là. Et puis il y en a d'autres, bien évidemment, qui ont d'autres intérêts que l'Olympique de Marseille. Quand on vous regardait à la fin de la saison dernière... J'étais mal, oui.
Oh là, on était inquiets pour vous. Physiquement, Au point que je me demandais même si ça n'arrivait pas trop tôt pour vous l'équipe de France, parce que c'est dur. Ma question est plus générale. Est-ce qu'on peut parler, ça existe dans les entreprises, de harcèlement moral? Est-ce qu'il y a une manière qui ne se fait pas de se comporter avec un employé, fût-il l'entraîneur? On peut parler de harcèlement? Dans les longues discussions entre avocats, évidemment qu'il y avait un dossier assez lourd qui pouvait être présenté à n'importe quel moment aussi. Vous y avez songé? Bien sûr. Je suis là pour... voilà, j'ai donné de ma personne. J'ai commis des erreurs parce que c'est mon boulot. Quand on est entraîneur, on fait des choix. Donc évidemment, je me suis trompé, je me trompe. J'espère que je me tromperai le moins possible. Mais à un moment, parce que je connais suffisamment de monde, avec ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, voilà. Après, il y en a, ils peuvent venir, et tu en connais certains, pour dire oui, c'est les joueurs qui m'ont demandé. Il faut pas... c'est pas pour se décharger sur d'autres personnes. Il y a certaines choses qui se sont passées dans le stade qui ont été possibles et d'autres qui n'ont pas été possibles. Donc, quand tu dis ça, Didier, on est très interrogatif sur se dire comment ce club-là va pouvoir un jour avoir une durée dans les palmarès. Parce que si c'est aussi compliqué, qui va pouvoir réussir, quoi? Il y a eu une instabilité, même s'il y a eu de bonnes choses avant aussi. Certes, il n'y a pas eu de titre, mais il y a eu de bonnes choses. Mais c'est ce qui caractérise Marseille aussi, cette instabilité. Alors ça va un moment, après, tout dépend des résultats. De toute façon, c'est ce club-là où c'est bien. Quand c'est bien, c'est très bien, et quand c'est mal, c'est très mal. Il n'y a pas de juste milieu. Donc avec les passionnés qu'il y a, et Dieu sait s'il y en a beaucoup aussi, mais la grande majorité des gens et des supporters, ils aiment ce club. Ils aiment ce club, ils ont ce club-là dans la peau. Ils l'aiment avec un côté, je dirais, presque trop enflammé, parce que d'un coup, ça ne permet pas il y a des spécificités locales qui font que voilà, ça complique évidemment la tâche des entraîneurs. Il y a des gens qui étaient là avant moi, et je sais qu'ils y seront bien après moi et bien après Elie Bopp aussi. Après, l'entraîneur, il est là. Pour revenir à la question que tu m'as posée, ou c'est toi, Alex, voilà, tu viens. C'est pourquoi réussir, c'est quoi? Évidemment que tu es sur le court terme. C'est pas pour penser que dans 4 ans, tu vas avoir un jeune du centre de formation qui va devenir professionnel. Mais je regardais aussi, si j'ai pas utilisé énormément de jeunes, mais il y en a certains qui étaient quand même, qui venaient à l'entraînement, qui ont participé un petit peu. Les exigences, elles sont tellement élevées qu'à un moment... Il n'y a pas la place. Et c'est plus dur d'être titulaire ou de jouer à l'Olympique de Marseille que de jouer dans d'autres clubs. Il y a des étapes à franchir. Eric le sait bien. Justement, par rapport à ça, même si moi je peux comprendre que quand tu es dans l'échéance instantanée, tu hésites à faire remonter des jeunes. Mais je me souviens d'un match où carrément tu n'as pas utilisé tout ton banc de touche, c'est-à-dire que tu as mis que 16 17. Garçons, 17, parce que tu as dit j'ai pas de jeunes à mettre là. Mais est-ce que quand tu fais ça, c'est pas tirer contre ton camp, c'est-à-dire une mauvaise image envoyée aux parents qui voudraient peut-être mettre un jeune dans le centre de formation en se disant finalement, regarde, Deschamps, il ne prend même pas les jeunes au centre de formation, donc pourquoi on va mettre notre minot? Est-ce que c'était pas contre-productif ça? Tu aurais pu en mettre un 18e, un jeune, et pas le faire jouer, mais tu vois. Mais bon, pour voilà, peut-être la CFA 2 en avait besoin parce qu'ils ont été en DH aussi à un moment. Tu vois, donc c'est bien beau de dire il y a des jeunes, ils sont très bons. Bon, aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Tu les commentes, les matchs. Donc voilà, après, moi, je vais au bout de ce que je pense quand j'estime que j'ai un jeune qui mérite de jouer. S'il a 18 ans par rapport à notre qui a 30 ans, je le fais jouer. Je l'ai fait à Monaco, je l'ai fait à la Juventus de Turin. Il y en a qui sont internationaux italiens et d'autres qui sont internationaux français. Pourquoi je ne l'aurais pas fait à Marseille? Et justement, Didier, par rapport à ça, l'idée d'être dans un club où justement tu peux aussi avoir une influence sur les jeunes, sur la politique d'un club formateur. Non, impossible. Dès le départ, j'ai dit, je m'occupe de l'équipe première, je ne veux pas voir parce que... Non, mais d'être dans un club qui aurait une politique de formation... Oui, mais enfin, est-ce que... Ok, la formation est très importante pour tous les clubs français. À Marseille aussi, elle coûte énormément d'argent. Après, voilà, c'est pas... Non, mais sur le plan du ça travail... veut dire qu'elle est moins importante qu'elle est un boulet, la manière dont vous le dites? Non, c'est pas un boulet. C'est important d'avoir des jeunes issus du centre de formation. Les derniers, ce sont
les frères Ayou, même si Dédé Ayou est passé par de près. Hein. Il a été à Lorient, il a été à Arles-Avignon avant de revenir et d'être titulaire. Après, des jeunes intéressants de là à jouer et à être bon avec ce maillot-là sur les épaules. Quand je dis que ce maillot-là, il a un poids qui est très lourd, des fois, on me regarde, pourquoi? Parce que voilà, il y a une pression, il y a une obligation de résultat qui est là. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. On parlait d'harcèlement. On a utilisé ce terme. On a utilisé ce terme à la table avec les experts. Depuis, un homme est venu vous chercher. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. D'ailleurs, l'information est tombée aujourd'hui puisque il est donc candidat pour l'élection à la présidence de la Fédération française de football qui aura lieu le 15 décembre prochain. Un nouveau mandat pour lui. Pour l'instant, Christophe Boucher, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, a confirmé sa candidature et François Ponthieu, l'ex-président de la DNCG, est également sur cette liste pour être futur président de la Fédération française de football. Didier, Noël vient vous chercher. Vous êtes donc sélectionneur de l'équipe de France. On est sur le cheminement. On appelle des jeunes cette équipe de France. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs avec cette moyenne d'âge. Il y a un paradoxe par rapport à ce qui s'est passé du côté de Marseille. Il y a une construction pour les Bleus. Si vous vous qualifiez pour la Coupe du Monde, Didier, quel sera et quel est votre objectif? Vous l'avez très certainement déjà en tête. Personnel. Personnel, hein? Non, personnel, non. J'ai qu'un objectif en tête. C'est ma première mission. C'est nous qualifier pour la Coupe du Monde. Après, le reste, c'est de la littérature. Je ne vais pas me projeter plus loin, puisque déjà, on a un groupe qui est difficile. On a un groupe de 5, il n'y a que le premier qui est qualifié directement, et on a l'Espagne. Donc, ma première mission, c'est ça. Après, on verra. Pour le moment, on n'a pas atteint cet objectif-là. Mais je veux tout faire avec mon staff et les joueurs pour atteindre, et le président et les gens qui sont autour de moi pour atteindre cet objectif, parce que c'est très important pour l'équipe de France d'être présent à la prochaine Coupe du Monde. On a en tête cette une de nos confrères du quotidien L'Équipe, jouissif. Ce match nul face à l'équipe d'Espagne, un but partout. Vous m'avez mis un bon petit coup de poignard, moi, avec ce but à la dernière seconde. Pas. Non, mais moi j'ai tellement le cœur partagé que ça me fait profondément plaisir, et vous le savez. Quelle était votre sensation? Parce qu'on dit même que les joueurs vous ont applaudi dans le vestiaire. Une fois que vous êtes rentrés, vous les auriez salués, félicités. Ils se seraient levés pour vous applaudir. Ça doit être, pour reprendre un terme d'aujourd'hui, un kiff absolu. Enfin, on commence, on est sélectionneur, on réussit ce match nul qui a ce goût de victoire pour l'équipe de France. Les joueurs se lèvent et vous applaudissent. Non, c'est pas ça. Après, bon, j'ai peu de temps après le match parce qu'ils s'envolent tous comme des oiseaux, donc je prends. C'est la particularité d'être sélectionneur et pas entraîneur. On ne peut pas faire de débriefing ou quoi, donc je prends 30 secondes, j'essaye de faire le plus concis et précis, parce qu'après je les revois pour ceux qui reviennent qu'un mois après. C'était jouissif pour vous, ça? Ils n'ont pas envie de rester ensemble après un truc pareil? Ils peuvent pas. Il y a les il y a les avions. Mais est-ce que vous pouvez sentir que vous avez envie de rester ensemble après? Oui, après des moments comme ça, oui. Même si on a passé 10 jours ensemble, quand il y a un truc de pouvoir le partager ensemble, mais après leur obligation personnelle reprend le dessus. Les clubs viennent les chercher. Ils ont un match 3 jours après. Il y en a qui ont joué 2 jours après. Oui. Debuchy, non, 3 jours après. 3 jours après. C'est mardi, vendredi, donc voilà, ça reprend le dessus. Mais c'est plus ce qu'ils ont réalisé, parce que c'était pas facile. On a un contexte, on a un pessimisme qui a précédé ce match-là, où on a zonancé tous. Est-ce que c'était pas normal, Didier, après la performance contre le Japon, d'être pessimiste? Moi, je suis pas d'accord. Après, chacun, vous êtes là pour analyser et critiquer. Moi, je ne suis pas d'accord que contre le Japon, j'ai entendu des commentaires. Je leur ai dit aux joueurs, s'ils sont mauvais, s'ils ne font pas ce que j'entends, après qu'on ne gagne pas le match, on l'a perdu bêtement à la fin. On aurait dû mener largement à la mi-temps. On le perd. Mais tout ce qui en a découlé, moi, je trouve injuste par rapport à ce qui a été fait. Après, et j'ai pris ma part de responsabilité dans la deuxième mi-temps où je fais beaucoup de changements parce qu'il ne faut pas se tromper. L'objectif, c'était quand même de préparer le match de l'Espagne. On a un match amical avant où le Japon joue à fond. 4 jours après, ils explosent parce qu'ils ont tout donné contre nous et ils en prennent 4 contre le Brésil. Donc je ne me trompe pas d'objectif, même si ça me met en rage de ne pas le gagner, de le perdre comme on l'a perdu à la fin. Mais je ne trouve pas que ce match-là, la première mi-temps qu'on fait contre le Japon, où on domine, on a des occasions, on a des opportunités,
Voilà, mais on n'a pas d'efficacité. Donc c'est ça qui fait mal. Quand on voit la deuxième mi-temps contre l'Espagne notamment, c'est normal qu'on soit déçu de ce qu'on voit malgré tout contre le Japon, où on sent qu'il y a toujours, je sais pas moi, tu vois, le frein à main sur des garçons qui ont besoin de gagner leur place, qui, des fois on a l'impression qu'ils sont, tu vois, qui préparent le match alors qu'ils n'ont pas encore gagné leur place. Tu vois, moi c'est ça qui me fait enrager. C'est des impressions. Après, voilà, peut-être qu'il y a une attente aussi qui est forte, peut-être trop forte. Aujourd'hui, est-ce que la France fait partie des meilleures nations du football mondial? 13e classement FIFA. Voilà, on a un classement qui est là. Il y a eu 2010, il y a eu 2012. Il y a des joueurs de qualité. Certains, peu, sont titulaires dans de grands clubs étrangers qui jouent la Champions League. Après, bon, il y a des jeunes joueurs avec des qualités, mais j'ai énormément de joueurs, la grande majorité, qui ont moins de 15-10 sélections. On prend l'équipe d'Espagne, ils ont 850 sélections, tous réunis. Nous, on a à peine à 300. Ça n'explique pas tout, mais tu le sais comme moi. Pour avoir un vécu international, il te faut quoi? Quand tu as 50 sélections, ça veut dire que tu es resté pendant au moins 4 ans et régulièrement en sélection. Et aujourd'hui, au-dessus de 50 sélections, je dois en avoir 2 ou 3.